Salut à tous! Je suis content de vous retrouver sur, cette démo d'Headfall Chronicle. Je vais pouvoir vous montrer un peu du gameplay, baston du jeu. J'aime bien cette approche-là parce que ça permet tout de suite de voir un petit peu, le nerf de la guerre du jeu, quoi. Vraiment comment ça va jouer, les enjeux autour de ça. Est-ce qu'il y a des mêlées-zones? Est-ce que voilà, toutes les mécaniques de fond qui vont, rendre ou non le jeu intéressant à nos yeux, quoi, hein. Voir si c'est quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous intrigue ou quelque chose qu'on connaît finalement par d'autres jeux et que, du coup, on se sent à la maison. Donc pour, cette petite partie, on a pris juste 2 figurines de différentes factions. Moi j'ai pris du Soga, j'aime bien, c'est les japonais, c'est facile. C'est une faction assez basique, c'est-à-dire, fort sur les fondamentaux. Régis lui, il aime l'opposé, c'est-à-dire les factions, compliquées avec plein de capacités, ce qui est très bien parce que ça permet de visiter un peu tout ça. Donc lui, il est sur les Sand Kingdom, et il joue, 2 bonhommes des Sand Kingdom et c'est plutôt, les nanas de Sand Kingdom, moi, qui me font peur, hein. Leurs invocatrices, leurs sorcières de fou là, sur les tapis volants. Les bonhommes, ils sont méchants, mais moins. Donc, on va se lancer dans une partie en frontal où il y aura pas de décor, rien, c'est très nu, mais c'est vraiment, comme je disais, voir les bases, quoi. Là, vous voyez un peu une carte type, alors le recto et verso, hein, recto en haut, verso en bas, qu'on a plastifié, donc normalement c'est des cartes, que vous tournez en format tarot. Donc c'est pour vous montrer un peu, il y a quand même pas mal de données. Au début, ça fait peur, autant de texte, mais rappelons qu'on est dans un jeu quand même où on va jouer de 3 à 6 figurines en moyenne, c'est très vite 4, parfois 5. Donc du coup, en fait, c'est normal que chaque figurine ait beaucoup de capacités et des gameplays profonds pour pas être, pour amener de la richesse au jeu, quoi, hein, tout bêtement. Donc voilà un petit peu, notre base de setup. On sort les tokens, on sort un peu le matos. Le jeu se joue sur un, 36 pouces carrés, c'est-à-dire 90 centimètres par 90 centimètres. Là, c'est un tapis Malifaux avec des marquages Malifaux, mais qui vont nous servir parce que les déploiements sont à 8 pouces. C'est un des déploiements de Malifaux, donc tant mieux. Au centre de la table, un objectif, parce qu'on va pouvoir voir que dans les actions, on peut interagir sur les objectifs. C'est un jeu en tour par tour et oui, vous m'avez bien entendu, c'est un jeu d'escarmouche en tour par tour. 3 à 4 figurines en tour par tour. C'est concept. On est en 2025, l'activation alternée, elle est là depuis une douzaine d'années dans le jeu d'escarmouche, donc s'amuser à revenir là-dessus, moi, c'est ce qui m'a intrigué quand on m'a montré le jeu, quand David m'a posé la question: «Robin, qu'est-ce que tu en penses?» C'est le truc qui m'a fait dire: «Quoi?» Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il va y avoir un rôle dans ce tour par tour. Ça veut dire qu'il va y avoir un joueur qui va agresser et un joueur défensif. Et le joueur actif, du coup, il va avoir des actions plus profondes, qui vont avoir, plus de déplacements que le joueur défensif. Et il va y avoir un jeu de ping-pong. Alors les joueurs d'Infinity peut-être connaissent, très bien cette mécanique-là. Malheureusement, j'ai pas la culture Infinity, donc je vais peut-être dire des bêtises, vous me reprendrez dans les commentaires ou quoi. Ou alors je vais peut-être réinventer la roue en vous disant pourquoi je trouve ça bien alors que c'est dans Infinity depuis je sais pas combien de temps. La petite jet d'initiative, hein, qu'on rajoute avec la stat du général pour savoir qui la prend et on va pas tarder à se lancer. Donc du coup, là, j'ai tourné la caméra d'un côté parce que c'est moi qui gagne l'initiative, je vais y aller en premier et donc on va être derrière moi en tour actif et du coup, en défenseur, on va avoir Ludo sur ce premier tour. Les figurines vont avoir un certain nombre de points d'action qui vont être en rapport avec une stat. C'est très généralement 2, hein, il faut vraiment aller chercher des figurines extraordinaires pour en avoir plus et ou des états pour en avoir moins. Et donc en fait, tout bêtement, on va placer ces points d'action. Ils sont retournés en gris quand on est le joueur défenseur. J'ai imprimé et fait des petits logos d'action pour rendre ça le plus lisible possible. Parce que comme c'est un jeu où il y a des choix, énormément de choix par activation par rapport à des jeux de figurines plus classiques, et ben, en fait, c'est important de rendre ça lisible à l'image. Sinon, il faudrait qu'on devine ce qui s'est passé, enfin, ça serait un enfer. Donc là, je vous présente un peu les actions de base. Le soin représente, aider un copain, on a l'interact avec le coffre qui permet de refaire des scénarios, l'œil permet de détecter des gens cachés parce qu'il va y avoir de ça. La flèche vers le bas, c'est le dodge, c'est une esquive. Les 2 flèches, c'est pour un échange, parce qu'on peut échanger des objets, on peut se donner du matos. La tête de mort, c'est pour achever quelqu'un blessé et enfin en bas, les 3 types d'attaques qu'on peut avoir dans le jeu, corps à corps, tir ou magie. Voilà un peu pour montrer les bases des actions. Là, dans la démo, ça va beaucoup tourner autour, de l'esquive et des attaques parce qu'on va être dans les fondamentaux, quoi. On va vraiment être dans les bases. Mais pour vous dire qu'il y a quand même pas mal d'actions différentes qui peuvent être dépensées par point d'action. Une figure inactive, quand elle dépense un point d'action, elle a le droit soit à un mouvement particulier qui va être une course, une distance longue,
qui fait que, elle aura pas d'action derrière, comme grimper, soit, une action de mouvement normal, puis, une action normale et le timing, ça va être de se déplacer, on peut décider de ne pas se déplacer dans le jeu bien sûr, se déplacer et de, avant de déclarer l'action, là j'hésite à courir, je réfléchis un peu à ce que je veux faire, mais avant de déclarer l'action, voilà, vous me voyez, avec les mains dire: «Régis, qu'est-ce que tu fais?» Parce qu'en fait, tout simplement, quand on est à ce point-là, mon point d'action est dépensé, j'ai fait un mouvement, mais j'ai pas encore déclaré mon action. Les figurines en ligne de vue peuvent déclarer des actions réponses et ça va être le nerf de la guerre. Ça va être cette base de mind game dans le jeu qui va rendre le truc super excitant et super intéressant. Et alors moi, ma petite nana, bien sûr, elle crie des insultes aux gens, donc ils doivent faire des tests, de mental, sinon ils sont obligés de réagir. Elle a une capacité qui s'appelle taunt, donc c'est assez rigolo parce qu'elle est là, c'est un peu un tank, qui gêne et qui est fait pour faire tomber des points d'action adverses en mode, «Et toi, j'ai vu ta mère hier» et là le mec en face: «Ouh là là, ouh là» et alors que son pote il fait: «Calme-toi, réagis pas». Donc là, tout de suite, ça va provoquer des réactions. Donc là, Régis, il regarde en fonction des portées ce qu'il peut faire. On est dans un jeu avec de la prémesure et des, zones de mêlée. Là, je me rends compte que j'ai largement gratté. J'avais cru que la réglette était une 5 pouces alors que c'est une 6. Donc, je me replace au mieux. Il mesure ses menaces potentielles pour voir s'il peut répondre par un sort, répondre par quelque chose ou pas et il prend ses décisions, tout simplement pour réagir un peu à ce premier point d'action, dépensé. Il décide de dépenser une action sur chacun de ses personnages, donc jusqu'à la fin du tour, il n'en restera plus qu'une sur les autres. Il s'agit d'un sort avec son magicien, parce que moi je suis déjà à portée, donc je peux déjà prendre une petite boule de feu ou quoi, et une esquive avec, son épéiste. Alors une esquive, je n'ai pas quoi l'attaquer à cette distance et moi je vais répondre avec une esquive. Mais ça lui permet de se déplacer et donc même en étant un joueur défensif, et c'est là que ça prend de l'ampleur, on va avoir des occurrences de mouvement et donc on va pouvoir engager des mêlées, sortir de mêlées et mettre du bazar. Mon esquive, elle est réussie, donc on ne fera même pas l'attaque du magicien de Régis parce que comme j'ai réussi l'esquive, peu importe, la boule de feu passe au-dessus. C'est la force des esquives dans le jeu, c'est que si vous la réussissez, l'attaque qui vous menacez, poubelle. Donc le point d'action de adverse est perdu. C'était un petit mind game, comme j'avais pas d'attaque à distance, je me suis dit: «S'il tente, ben, je tenterai le dodge». Après si je rate le dodge, j'ai quand même la distance de déplacement, mais il réalise son attaque, donc je peux prendre les effets. Donc voilà, donc une prise de table, la réaction, il avance son épéiste, il rate un sort, il lui reste 2 points d'action, un sur chacun de ses persos. Et là, mon bouchi avance. Alors lui, c'est un archer, donc il va me menacer. Il avance et il dit: «Qu'est-ce que tu fais, Régis?» Régis, il fait: «Bon, je vais pas tout dépenser tout de suite, donc je ne fais rien». Moi, j'annonce un tir. Je vise l'épéiste. On va avoir un certain nombre de dés pour toucher. Vous avez vu que les dés, ce sont des dés de 20 qui sont assez énormes, hein. Je les ai achetés pour qu'on les voit à l'écran. Si vous perdez, vous pouvez, c'est une arme létale de type 3. Vous pouvez avoir des problèmes avec la justice avec ce genre de choses, donc il faut faire attention. Et donc en gros, le dé de 20, la force, c'est que c'est facile de calculer un pourcentage. Moi, je découvre ça, c'est mon premier jeu en dé 20, donc c'est assez agréable. On voit une stat à 12, on se dit: «Bon, bah, c'est du 60 de chance». Enfin, si vous aimez bien un peu les stats, le dé de 20 est vraiment très sympathique. Et là où j'avais peur que ça soit la foire à la saucisse, le dé de 20 dans un jeu qui a autant de simulation, autant de complexité, et ben, en fait, il est très bien géré par les règles. Moi, j'aime bien. Donc là, j'ai lancé, j'ai touché et il fallait voir si je pouvais blesser et j'ai blessé, donc j'ai fait une blessure à mon adversaire. En disant du toucher blessé, c'est un peu vieillot, mais moi j'aime bien parce que du coup ça permet de se dire on peut faire des figurines faciles à toucher, tanky et l'inverse. Là où il y a des jeux quand ils mettent tout sur une seule stat et ben, on fait des dragons très durs à toucher parce qu'on veut représenter qu'ils sont tanky, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là l'avantage c'est qu'on est sur des fondamentaux, ça marche bien. Dur à toucher, pas dur à toucher, dur à blesser, pas dur à blesser. Et du coup, on va avoir des capacités qui vont être là pour blesser mieux, des capacités pour toucher mieux et ainsi de suite. Donc ça amène une profondeur de gameplay que moi j'apprécie. Donc je suis pas choqué par ça. Du coup, j'ai fait mon dégât, c'est toujours à moi de jouer, je dépense un point d'action, toujours de mon archer. Comme vous pouvez le voir, on peut dépenser les points d'action dans l'ordre que l'on décide. À aucun moment, je suis obligé de jouer le même perso plusieurs fois. J'ai fait une fois la nana, 2 fois l'archer, et je finirai forcément par la nana, ça me gêne pas. Réaction, du coup, du magicien, qui cette fois-ci veut pas se laisser faire. Il veut pas dodger parce que s'il dodge, il se dit: «Bah, il va tirer sur l'épéiste» parce que c'est un mind game. S'il dodge, bah, je vais pas tirer sur la personne qui dodge parce que j'ai de bonnes chances de la rater. Donc je vais plutôt, tirer sur l'épéiste et là, bon, bah, comme l'épéiste dépense aussi pour le dodge et ben, moi je vais tirer sur le, magicien. Comme ça, je suis à peu près sûr de pouvoir faire quelque chose. On se dirige donc vers un conflit. Vous voyez ces 2 épées croisées?
Un conflit, c'est, je crois qu'on retrouve ça dans Infinitive, vous me direz, hein. Mais la force du conflit, c'est que en fait, on va faire nos attaques l'un contre l'autre avec notre stat de réussite comme, TN, donc target number, c'est ce qu'on vise. Moi, je peux aller jusqu'à 12. Au-delà de 12, je rate ma cible. Mon archer, c'est pas le meilleur archer du monde. Mais j'ai 2 dés d'attaque et donc mon but, c'est de faire des dés les plus proches de 12 possible. Mon adversaire, le magicien, lui, c'est du 14. Donc en gros, s'il fait 13 ou 14, il sait qu'il me bat. Si, le dé le plus haut entre nous 2, qui est le plus proche de sa donc qui est au plus proche de la réussite, qui est viable, annule tous les dés adverses. Donc s'il fait 14, il me crame mes 2 dés. Là, je fais 19-17, donc ils ne sont pas viables, ils sont au-dessus de 12 et Régis fait 15, donc au-dessus de 14, donc autant dire, bah, il se passe rien, quoi. J'ai tir à côté, il a magie à côté, on préfère ne pas en parler et et passer à autre chose. Régis a le droit à son mouvement de dodge avec son épéiste et il va mesurer ma portée maximale parce qu'il me reste un point d'action sur, ma nana à l'épée pour pas que je puisse le frapper en fin de tour intelligent, surtout qu'il n'a plus de point d'action. Et moi, en dernière action, plus de réaction possible, et ben, je vais courir parce que je ne peux pas faire d'action offensive intéressante, j'ai rien à esquiver. Et je vais aller en fait engager ces 2 personnages en corps à corps 2, être gênant pour le prochain tour. Vous voyez, on a déjà ce type de pensée-là. Parce que là maintenant je vais devenir défenseur, mais ma nana elle est très bien placée pour répondre à potentiellement à ce que voudra faire Régis. La caméra passe de l'autre côté, c'est le tour actif, de Régis. C'est lui l'attaquant, c'est moi le défenseur. Je place mes jetons d'action, côté gris comme vous pouvez le voir. On s'échange, les tokens et tout le bazar et on part du coup pour cette, 2e partie du tour 1 côté Régis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que mon archer est sur l'objectif, son épéiste est un peu blessé, donc je suis pas trop mal et son magicien est engagé, par mon épéiste et ça me c'est vraiment parfait parce qu'il peut pas magie comme il veut. Il est gêné, donc ça m'arrange. Donc Régis doit trouver des solutions pour dégager son perso, donc il réfléchit un peu. Son épéiste tape plus court que moi, donc s'il veut venir me taper, il faut qu'il déclare son mouvement d'abord, attendre ma réaction. Puis après, il pourra déclarer l'attaque, si c'est ce qu'il souhaite faire. Vous voyez qu'on retrouve des sciences de mêlée qu'on connaît de différents jeux, hein, ceux qui ont joué un peu à War Machine, à Guild Ball, à Malifaux, à moult jeux, même Trench Crusade, on retrouve des sciences de mêlée assez intéressantes. Voilà, donc on part sur un conflit. On part sur un conflit, alors moi, ma nana en contre-attaque, c'est pas la meilleure du monde, mais en fait, elle est faite pour encaisser, donc je me dis: «Si je perds le duel, c'est pas bien grave et puis si je réussis, tant mieux». Donc mon target number, il est à 10, donc il faut que je fasse le plus proche de 10. Hem et au-dessus de Régis. Et j'ai qu'un seul dé sur cette phase défensive. Régis, c'est 14, donc encore une fois, il a 20 de mieux que moi et il a 2 dés, donc catastrophe. Et là, Régis qui fait 4 et 7, c'est 2 réussites. On doit faire toujours en dessous, je me rends compte que je l'avais pas dit. Je lui serre la main, pourquoi? Parce que j'ai fait un as et un as, c'est un critique. Et là, on arrive dans le moment où où certains vont grincer des dents. Le critique annule toutes les réussites adverses, sauf si ce sont des critiques eux aussi, et passe. Donc du coup, grand coup de chance, je le touche. J'annule ces 2 attaques qui étaient viables, donc je gagne ce duel, mais je ne le blesse pas derrière, pas de chance. Mais ma nana, quand elle met un coup d'épée, c'est circulaire, elle frappe tout le monde dans son corps à corps et donc dans sa colère, le sabre va lui écorcher, son magicien, donc un dégât sur chacun. Alors, y a-t-il beaucoup de points de vie dans ce jeu? Eh ben, pas du tout. Ces personnages ont 2 PV, mon archer en a 2 et ma nana en a 3. Pour vous donner un ordre d'idée de PV, 3 c'est plutôt solide, hein. Au-delà de 3 c'est assez rare et il y a beaucoup de magiciens à 1 point de vie. Donc c'est un jeu très punitif. La moindre erreur, le moindre mauvais choix, c'est expéditif, ça meurt. Et donc plus on prend de la bouteille, plus les parties se rallongent parce qu'au début on joue pas très safe, on essaye des choses et les persos meurent à haute vélocité. Et tant mieux, c'est une bonne façon, moi j'aime bien cette approche-là, quand c'est un peu punitif, quand c'est un peu vénère, parce que du coup, tout de suite, il y a du jeu, quoi et on relance facilement une partie. On se dit: «Ah, tu m'as déjà eu, bon allez, vas-y, on relance». Donc ça moi, j'aime bien ce que ça amène. Mais c'est vrai que c'est, assez cruel. Donc la Régis pensait à quelque chose, finalement, ça lui va pas trop. Donc on revient un peu en arrière, on est entre copains, ça se fait, OK. Il hésite, il est pas sûr de quoi faire et finalement, il va avec son, magicien. Donc il a retiré 2 fois le token, mais je lui dis de le remettre, tout va bien. Moi, en réponse, c'est mon archer qui va réagir. Je vais tirer.
dans le corps à corps et lui donc en action active, il va décider de dodger. Donc c'est bien pour moi, ça veut dire qu'il est censé perdre cette action et si j'ai un peu de chance et qu'il rate le dodge, il va peut-être même prendre une flèche. Le dodge est réussi, il fallait faire moins de 12, donc parfait avec ce 4 et donc il peut se déplacer, les flèches lui passent au-dessus de la tête, hop et il sort de la mêlée. Pour qu'il y ait des malus à cause du corps à corps, il faut être en base to base, il faut que les 2 socs soient collés. Là, parfait, c'est pas le cas, donc ça coûtait pas bien plus cher. Maintenant que son magicien est désengagé, il y a moins de risques avec ma nana si je réussis un duel. Donc Régis rattaque de manière un peu plus safe en se disant: «Bon, cette fois, même si Robin a de la chance, ça devrait le faire». Moi, je réponds toujours par une attaque. Je suis en mode, jusqu'à la mort, je me bats, même si statistiquement, c'est pas terrible. Mais j'ai les PV pour me dire: «Je peux prendre les risques». Toujours 14 à atteindre, moi 10, un seul dé et bien sûr, je refais un 1 et Régis aussi, incroyable, la démo, on aurait pu la tourner 30 fois, ça ne serait jamais arrivé. Critique contre critique, les 2 attaques sont viables. Ça veut dire que on va passer aux dégâts pour les 2 attaques. C'est le seul cas de figure dans une confrontation où on aboutit sur une attaque qui touche de chaque côté. Donc voilà, on a vu quelque chose d'un peu bizarre et d'extraordinaire. Je touche, je blesse et Régis, il cherche à voir un peu s'il va me faire des dégâts lui aussi. Je suis plus difficile à faire des dégâts, mais son épéiste peut ignorer les armures avec des armes enchantées. Donc autant dire que je suis un peu à poil. J'ai mes 3 PV pour moi. Chaque attaque fait un dégât, hein, par dé, mais parfois des attaques vont lancer 2, 3 dés. Donc vous pouvez faire beaucoup de dégâts en une fois. Alors que les poules PV sont pas très élevées, ça peut être impressionnant. Et voilà, donc il va me faire le dégât. Donc on se fait un dégât chacun. Un dégât sur moi et son perso est, mort. Je mets des grands guillemets, mais en fait dans le jeu, quand on descend à 0 PV, on est dans cet état, où on est au sol. On peut être achevé et donc retiré de la partie ou on peut être aussi soigné, voire revenir un petit peu à 1 PV à son tour, avec un gros mal de crâne et des malus. Donc en fait, les figurines ne peuvent pas exploser en une action. Il est impossible de tuer 100 une figurine en une action, s'il lui restait un point de vie. Même si on lui fait 28 dégâts, elle tombe dans cet état-là d'abord. Donc voilà, c'est une certaine sécurité pour éviter que ce soit trop expéditif. Le magicien se déplace, déclare une magie. Moi, je déclare mon dernier point d'action, une flèche. Soit il prend le duel, notre ami Régis, soit il tire sur la samouraï. Enfin, il fait sa magie sur la samouraï, c'est lui qui réfléchit. Le joueur réactif, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il doit toujours réagir sur le joueur, sur la figurine qui est active. Ça veut dire que là, mon archer, il a pas le droit de tirer sur son épéiste. Il doit tirer sur, son magicien. Son magicien veut tirer sur ma samouraï, ça passe et il va lui faire un dégât de plus. Donc il lui fait, la magie. Mais là, en termes de temporalité, c'est en même temps, il prend les flèches de mon bouchi. Il y a pas le choix. Donc l'archer va pouvoir lui tirer dessus. Moi, c'est du 12 pour toucher et c'est fait. Je touche et je blesse, mettant, son personnage aussi au sol et donc mettant un petit peu la démo, proche de sa fin. Effectivement, Soga en frontal, c'est très fort. Les Sand Kingdom, ils ont besoin de support, ils ont des invocateurs, ils ont des invocations, ils ont, beaucoup de réactions fortes, mais ils jouent beaucoup avec les décors. Les Soga, c'est un peu plus, brutal, donc forcément, on savait au déploiement que j'avais quand même de meilleures chances que l'ami Régis, mais c'est pas grave, c'était, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc j'espère que, cette première vidéo démo vous donne envie. Moi, j'ai déjà, dans la boîte et en montage, quelques parties qu'on va commenter avec Régis de A à Z. Cette fois-ci en vrai format du jeu, donc en 85 points avec 4-5 figurines, contre 4-5 figurines et j'espère que ça vous donnera envie un peu de continuer, d'approfondir un peu cette découverte, Deadfall Chronicle. Merci à tous les gars et à bientôt.